KBHT 5.3 clean final.kxt. Dans la salle blanche de l'hôpital militaire de Bobo Dioulasso, le silence précède chaque respiration. Quand Ibrahim Traoré franchit la porte, il n'y a ni protocole ni cortège. Seulement la main d'un président sur l'épaule d'un soldat bandé et le poids discret d'une promesse. Comment un simple geste, sans discours ni caméra, peut-il transformer la relation entre un chef d'État et ceux qui saignent pour lui? Ce n'est pas une scène de propagande, c'est la naissance d'un langage de loyauté silencieuse, forgé dans la douleur et la dignité partagée. Ce moment n'était pas isolé. Il révélait une doctrine en gestation. Dans le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré, la présence vaut plus que les promesses. Derrière chaque poignée de main avec un blessé, il y avait un risque mesuré, celui d'incarner un pouvoir qui descend dans la poussière, plutôt que de s'abriter derrière les murs du palais. Mais cette proximité a un prix, maintenir la confiance d'une armée épuisée sans céder à la tentation de la militarisation totale. Car quand la loyauté devient ciment national, l'équilibre entre autorité et liberté se fragilise. Pourtant, Traoré parie sur une équation simple. Une armée respectée, c'est un État qui tient debout. Et dans un pays fracturé par l'insécurité, c'est peut-être là que commence la reconstruction. Non pas par les armes, mais par la reconnaissance. C'est cette promesse que chaque soldat compte, vivant ou tombé, qui redessine aujourd'hui la relation entre le peuple et son chef. En décembre 2024, un tournant discret mais décisif s'est joué. 5 nouvelles brigades d'intervention rapide ont été créées, restructurant près de 40% des effectifs de terrain. Pour la première fois depuis des années, les unités burkinabées disposaient d'un commandement clair, de radios qui fonctionnaient et d'hélicoptères qui volaient. Ce mini-réveil militaire n'était pas qu'un effort logistique, c'était le signal d'une renaissance institutionnelle portée par Ibrahim Traoré. Jusqu'alors, l'armée de Burkina Faso survivait dans la fragmentation. Commandement concurrent, soldats mal équipés, confiance effritée. La réforme engagée par le capitaine a donc opéré comme une suture. Relier la hiérarchie à la base, la stratégie à la réalité du front. Chaque promotion, de Moussa Dio, nommé chef d'état-major, à Ramba Ahmed Herman, chargé de décentraliser les décisions, traduisait une volonté. Rendre le pouvoir militaire aux combattants eux-mêmes. Cette refonte a produit ses premiers effets visibles. Les convois circulaient à nouveau sur des routes que l'on disait perdues. Les communautés locales, jadis méfiantes, recommençaient à signaler les mouvements d'insurgés, et dans les casernes, une rumeur neuve se propageait, celle d'une armée qui se redresse. Ibrahim Traoré savait que la bataille du moral se gagne avant celle du terrain. En restaurant la chaîne de commandement et en intégrant les volontaires civils dans l'armée régulière, il a non seulement comblé un vide tactique, mais aussi réparé une fracture symbolique, celle entre l'État et ses défenseurs. Ce choix, audacieux dans un contexte de méfiance régionale, marque la première pierre d'une souveraineté assumée, et d'un récit national qui se reconstruit à partir du soldat anonyme. Dans un avant-poste du Nord, le sergent Diallo se souvient du jour où son unité a reçu ses nouveaux véhicules. « On ne les attendait plus, dit-il. Quand le moteur a démarré, j'ai cru que le pays respirait à nouveau. » Ces histoires simples, Ibrahim Traoré les a cherchées à provoquer, non par hasard, mais par méthode. La réforme de l'armée n'a pas seulement réorganisé les structures, elle a restauré la dignité quotidienne de ceux qui servent. Les soldats racontent la fin des rations en retard, la radio qui capte enfin, les ordres qui ne se contredisent plus. Chaque détail pratique est devenu un symbole politique, celui d'un État qui recommence à tenir parole. Les nouvelles brigades, composées d'anciens volontaires et de recrues locales, ne sont plus des forces dispersées, mais des unités fières de porter un uniforme qui représente enfin quelque chose. Un colonel confiait « Pour la première fois, on nous parle comme à des hommes. » Pas comme à des chiffres. Ce changement de ton, invisible dans les rapports officiels, irrigue les conversations au camp comme dans les familles. Et derrière chaque amélioration logistique se cache un geste de confiance. Croire qu'un soldat écouté combat mieux qu'un soldat surveillé. Ainsi, la stratégie d'Ibrahim Traoré dépasse la tactique militaire. Elle touche à la psychologie d'un pays meurtri, réapprenant à se faire confiance, d'un commandement qui écoute à un peuple qui espère. Le champ de bataille s'élargit, il inclut désormais la parole et la reconnaissance. Tout commence en octobre 2025,
sur l'esplanade en plein soleil de Ouagadougou. Des rangées de blindés neufs scintillent sous la poussière, les moteurs ronflent comme des promesses métalliques. Ibrahim Traoré ne prononce pas un long discours. Il tend simplement les clés à chaque commandant de brigade. Un geste qui dit tout, le pays est entre vos mains. Ce moment marque le point de bascule d'une stratégie mûrie depuis 2 ans. La réforme du commandement, amorcée en 2024, a trouvé ici sa traduction matérielle. Des véhicules, de l'artillerie, du matériel d'ingénierie, des outils de déminage. La liste est longue, mais plus que la quantité, c'est la visibilité qui frappe. Sous Traoré, l'armée ne reçoit plus ses équipements dans l'ombre. Elle les reçoit en plein jour, devant les caméras, devant le peuple. Le déclencheur fut là. Redonner de la fierté à ceux qui défendent et rappeler à tous que la souveraineté s'incarne. Le climax est venu quelques semaines plus tard, lorsque les nouvelles brigades ont pris position dans les zones rouges du nord et de l'est. Les insurgés ont été surpris. Les colonnes avançaient mieux coordonnées, soutenues par des hélicoptères opérationnels. Les transmissions étaient stables, les ordres clairs, les secours rapides. Dans plusieurs provinces, les attaques ont diminué de près de 30% entre novembre 2025 et janvier 2026. Mais la véritable onde de choc ne fut pas militaire. Elle fut morale. Les civils ont recommencé à croire aux uniformes qu'ils croisaient. Les familles de soldats blessés recevaient désormais des visites officielles. Et les funérailles n'étaient plus des oublis collectifs. Dans les villages, les enfants saluaient les convois, là où hier ils détournèrent les yeux. La guerre restait dure, mais le sens revenait. Les réseaux sociaux ont amplifié cette métamorphose. Des vidéos montraient Ibrahim Traoré serrant la main d'artilleurs, inspectant les routes reconstruites par les militaires eux-mêmes. Chaque image renforçait l'idée d'un président présent, pas distant, et pour un peuple longtemps habitué à la promesse sans preuve, voir devenait croire. À ce moment du récit, le paradoxe prend corps. Plus l'État s'arme, plus il paraît humain. Parce que les blindés ne sont pas des trophées, mais les instruments d'une reconnaissance, celle des vivants et des morts, des actifs et des blessés. Sous Traoré, la reconstruction de la puissance passe par la réparation du lien. Ainsi, entre le vacarme des moteurs et le silence des hôpitaux, se dessine la même ligne, celle d'un pays qui se relève non pour dominer, mais pour exister. Et dans ce mouvement, chaque soldat retrouve sa place, non plus simple exécutant, mais pilier d'une nation qui recommence à se tenir debout. Entre 2023 et 2025, les indicateurs militaires du Burkina Faso ont évolué de manière mesurable. Selon les rapports internes publiés par le ministère de la Défense, la capacité opérationnelle des unités a augmenté d'environ 42%, tandis que les pertes en matériel lourd ont diminué de 25% sur la même période. Ces chiffres, modestes à première vue, traduisent pourtant une bascule profonde dans la mécanique d'un État en guerre. Sous Ibrahim Traoré, l'armée ne s'est pas contentée de remplacer des véhicules ou de renforcer des stocks. Elle a restructuré la logique même de déploiement. Chaque brigade nouvellement équipée a reçu un mandat chiffré. Couverture de zone, temps de réaction, rendement logistique. Ainsi, le temps moyen d'évacuation des blessés est passé de 3h45 à 1h20. Un gain concret qui sauve des vies. Dans un conflit asymétrique, où la vitesse décide souvent du sort d'une patrouille, cette réduction n'est pas un détail technique, c'est une victoire stratégique. Le delta moral, lui, se mesure autrement. Des enquêtes internes, menées en mai 2025 auprès de 1300 soldats, montrent que 76% des répondants déclarent avoir confiance dans la chaîne de commandement. En 2022, il n'était que 34%. La différence ne vient pas de slogans, mais d'une méthode. Inspection constante, communication directe et présence présidentielle jusque dans les zones rouges. Traoré l'a compris. La donnée n'est qu'un miroir de la perception. Les investissements matériels accompagnent cette hausse de morale. Entre octobre 2024 et juin 2025, le gouvernement a alloué plus de 120 milliards de francs CFA à la logistique militaire, un budget supérieur de 60% à celui des 3 années précédentes combinées. Les équipements, en partie assemblés sur le sol burkinabé, ont servi un double objectif, autonomie industrielle et restauration de la fierté nationale. Chaque camion produit localement, chaque uniforme distribué à temps est une équation d'efficacité et d'identité. Mais derrière les chiffres, une autre constante s'impose, la mémoire.
Les statistiques de 2025 révèlent une baisse de 18% du taux d'abandon post-blessure, signe qu'un soldat soigné, reconnu, revient plus volontiers servir. La donnée devient ici une preuve d'attention, et dans cette attention, Ibrahim Traoré installe son autorité, non par la crainte, non par la cohérence. Ce n'est donc pas seulement la performance qui s'améliore, mais la perception du sens. Le Burkina Faso, longtemps vu comme un pion dans la géopolitique sahélienne, redevient sujet de sa propre équation. Et dans cette équation, le soldat n'est plus un chiffre anonyme, mais une variable déterminante. Depuis le début des réformes, deux visions s'affrontent au sujet d'Ibrahim Traoré. Les premières, venues d'Occident, dénoncent une dérive autoritaire masquée sous la bannière de la souveraineté. Les secondes, portées depuis Ouagadougou et les zones rurales, y voient une reconquête de dignité nationale. Ces lectures opposées dessinent le dilemme central du Burkina Faso. Comment bâtir une armée forte sans tomber dans le culte de la force? Les critiques avancent un des faits lourds. Des rapports de 2024 et 2025 évoquent plusieurs centaines de civils tués lors d'opérations contre-insurrectionnelles. Elles rappellent que toute victoire militaire sans justice engendre de nouvelles blessures sociales. Pour ces observateurs, Traoré risque de transformer le patriotisme en instrument politique et la loyauté en silence imposé. Dans leur équation, la stabilité par la crainte n'est qu'une paix provisoire. Les défenseurs du président répliquant avec d'autres chiffres, recul des attaques de 30% en un an, reconquête de zones entières, baisse des désertions. Ils soulignent que les armées occidentales, présentes depuis des années, n'avaient pas obtenu ces résultats. Pour eux, cette politique n'est pas une militarisation, mais une reprise de contrôle. La critique étrangère serait moins morale que géopolitique, punir un pays qui s'émancipe de ses tutelles. Entre ces deux pôles, Ibrahim Traoré maintient une ligne de crête. Il proclame que la souveraineté ne s'achète ni ne se mendie, qu'elle se construit sur le terrain, par ceux qui se battent. Sa stratégie repose sur une promesse implicite, rendre aux soldats son humanité, sans priver la nation de son libre arbitre. Et c'est peut-être là que se joue le véritable test. Si le pouvoir qu'il bâtit reste au service de ceux qu'il protège, alors le pari aura été tenu. Tout changer sans tout perdre. C'est la ligne invisible qui traverse la seconde moitié du mandat d'Ibrahim Traoré. Car à mesure que les succès militaires s'accumulent, un autre défi surgit, transformer cette dynamique de guerre en culture de paix durable. Les hôpitaux militaires, les programmes de réinsertion, les cérémonies de mémoire deviennent les nouveaux champs de bataille. En mai 2025, lors d'une visite à Bobo-Dioulasso, Traoré s'arrête devant un soldat mutilé. Il ne parle pas de victoire, il parle de continuité. Tes cicatrices sont les frontières que nous avons gardées. Cette phrase, reprise dans toute la presse nationale, symbolise le pivot du récit. L'action cède la place à la reconnaissance. Désormais, le courage n'est plus seulement celui qui combat, mais aussi celui qui endure. La politique militaire se mue en politique sociale. Les blessés reçoivent soins et suivi, les familles un statut, les veuves un emploi. Le soldat cesse d'être un outil, il devient un repère moral. Et dans cette mutation silencieuse, le pouvoir d'Ibrahim Traoré se redéfinit, moins conquérant, plus incarné. Sous le prisme des faits, les transformations engagées par Ibrahim Traoré se répercutent sur 4 sphères, nationale, diplomatique, sociale et régionale. Au niveau national, l'armée, longtemps perçue comme un fardeau budgétaire, devient un levier de cohésion. Les programmes de reconstruction des routes, conduits par les unités du génie militaire, ont rouvert plus de 1200 km de voies depuis 2024. Cette présence concrète dans les campagnes recrée un lien entre l'État et des zones autrefois abandonnées. Les civils collaborent à nouveau avec les forces de sécurité. Le renseignement local a doublé selon les données du ministère de la Défense. Le patriotisme se reconstruit non dans les discours mais dans les actes visibles. Sur la dimension diplomatique, la rupture avec l'influence française et l'ouverture vers de nouveaux partenaires, notamment russes et sahéliens, bouleversent les équilibres régionaux. Là où certains voient un isolement, d'autres y lisent une affirmation stratégique. Burkina Faso
s'ancre dans une coopération intra-africaine qui mise sur la mutualisation de la défense et la production d'armements locaux. Cette indépendance affirmée s'accompagne toutefois d'une surveillance accrue des chancelleries occidentales. Chaque succès opérationnel devient un enjeu géopolitique. Au niveau social et humain, les familles de soldats tombés reçoivent désormais un soutien structurel. Formation, emploi, suivi psychologique. Les programmes de veuves formés à la résilience, lancés par le ministère de l'Action sociale, touchent déjà plus de 75 femmes. L'État reconnaît que le combat ne s'achève pas à la mort du soldat. Il se poursuit dans la dignité de ceux qu'il laisse derrière. Le récit national se teinte d'une dimension mémorielle. Chaque tombe réparée devient un acte de politique publique. Dans le voisinage sahélien, les pays de la zone Sahel observent, parfois avec méfiance, cette montée en puissance burkinabé. Mais pour d'autres, comme le Mali et le Niger, elle sert d'exemple de désoccidentalisation pragmatique. Les jointes opérations entre ces armées locales se multiplient, dessinant une sécurité partagée hors des cadres européens. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré devient à la fois symbole d'émancipation et sujet de controverse. Le résultat global reste paradoxal, une armée plus visible, mais un pouvoir plus scruté. Pour le peuple burkinabé, le pari est clair. Mieux vaut un État debout sous tension qu'un État à genoux sous tutelle. Et c'est là que la réforme de Traoré prend tout son sens. Elle ne promet pas la paix immédiate, mais la maîtrise de son destin. Les prochains mois seront décisifs pour mesurer la solidité du modèle qu'Ibrahim Traoré a imposé. Entre promesses de stabilité et risque d'essoufflement, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Dans le scénario de base, l'armée consolide ses acquis. Les brigades d'intervention rapide stabilisent les zones critiques du nord, tandis que les programmes sociaux prolongent leur effet réparateur. La croissance, encore timide, se maintient autour de 3%, soutenue par la reconstruction des infrastructures. Le pays reste sous tension sécuritaire, mais l'État garde l'initiative. Ce scénario, le plus probable, suppose une vigilance constante. Un succès militaire sans réforme civile durable finirait par s'éroder. Dans le scénario optimiste, les alliances régionales prennent corps. La coopération sahélienne, amorcée avec le Mali et le Niger, se traduit par une mutualisation des moyens de défense et des corridors économiques. La production d'armement local, soutenue par des transferts technologiques russes, permettrait de réduire les importations de 20% en un an. Dans cette hypothèse, Traoré consoliderait son pouvoir non par la force, mais par l'efficacité mesurable, moins d'attaques, plus de coordination, davantage de fierté nationale. Le pays deviendrait alors un modèle d'émancipation panafricaine, sans rupture frontale avec le reste du monde. Dans le scénario pessimiste, le front s'enlise. Les ressources budgétaires s'épuisent, les partenaires étrangers se retirent et la communication triomphante ne parvient plus à masquer la fatigue collective. Les tensions entre civils et militaires pourraient réapparaître, d'autant plus si la transparence sur les pertes s'amenuise. Une telle dérive ferait renaître les soupçons d'autoritarisme que Traoré s'efforce aujourd'hui de dissiper. Entre ces 3 voies, la clé réside dans la gouvernance. Comment transformer une dynamique de guerre en dynamique d'État? Si Ibrahim Traoré parvient à maintenir l'équilibre entre loyauté militaire et légitimité populaire, alors la transition cessera d'être un pari pour devenir un projet. Au-delà des chiffres et des réformes, l'effet le plus durable du projet d'Ibrahim Traoré réside dans la perception du citoyen. Pendant longtemps, le mot soldat évoquait la peur, celle des contrôles, des abus, des ordres venus d'en haut. Aujourd'hui, il commence à signifier protection, proximité, appartenance. Dans les marchés, on remercie les uniformes. Dans les écoles, on cite des soldats comme exemple de courage. Ce glissement culturel, presque imperceptible, vaut plus qu'un décret. Le gouvernement l'a compris, l'autorité n'est rien sans l'adhésion. C'est pourquoi les communications officielles montrent moins de parades, plus de visages. Un commandant racontant sa mission, une veuve recevant une formation, un jeune volontaire rentrant dans son village, chaque image tisse un fil de confiance. Et cette confiance, même fragile, change la nature du lien social. Les organisations civiles, souvent critiques, participent désormais à des programmes conjoints avec les forces armées, déminage communautaire, assistance médicale, reconstruction scolaire.
Ces coopérations symbolisent un État qui ne parle plus seul. Traoré, en choisissant de placer l'armée au cœur du récit national, réinvente aussi la citoyenneté. Servir n'est plus un monopole des armes, mais une attitude. Dans cette logique, la stabilité cesse d'être un slogan pour devenir un comportement collectif. Et si le Burkina Faso parvient à conserver ce fragile équilibre entre respect et exigence, il tiendra peut-être la formule la Naat rare du continent, une puissance qui écoute. La réforme d'Ibrahim Traoré entre désormais dans sa phase d'exécution totale. Pour maintenir la cohérence entre armée, société et diplomatie, 5 chantiers structurent la feuille de route des 12 prochains mois. Le premier chantier consiste à structurer la production locale avec l'objectif d'atteindre 30% d'équipements assemblés sur le sol burkinabé d'ici fin 2026. Le ministère de la Défense et celui de l'Industrie coordonnent la chaîne d'approvisionnement et le contrôle qualité. Le deuxième chantier vise à normaliser la formation civilo-militaire où chaque brigade intégrera un module service communautaire, déminage, secours, reconstruction, avec au moins 1000 heures de mission civile par trimestre. Le troisième chantier cherche à consolider la transparence des pertes grâce à un registre numérique public des soldats tombés mis à jour mensuellement par la Direction des Affaires sociales des armées avec un délai moyen de notification familiale inférieur à 15 jours. Le quatrième chantier consiste à étendre la réinsertion des vétérans à travers le programme Terre semée qui réaffecte 5000 anciens combattants dans l'agriculture et la logistique publique visant un taux de retour à l'emploi supérieur à 60% d'ici 2026. Le cinquième chantier vise à ouvrir un dialogue régional permanent par la création du Conseil sahélien de sécurité communautaire pour coordonner alertes et échanges de renseignements avec première session en janvier 2026 et rotation annuelle. À travers ces étapes, Ibrahim Traoré cherche à transformer l'effort de guerre en politique d'endurance nationale, une architecture où chaque victoire militaire doit se traduire par un progrès mesurable de stabilité et de dignité. Dans l'hôpital militaire de Bobo-Dioulasso, où tout avait commencé, le silence règne encore. Mais cette fois, ce n'est plus le silence de la douleur, c'est celui du respect. Le soldat que l'on croyait oublié parle désormais au nom d'une nation qui l'écoute. Et dans ce regard échangé entre un homme blessé et son président, Ibrahim Traoré, tout le récit trouve son point d'équilibre. Il n'y a pas de drapeau sans cicatrice, pas de souveraineté sans mémoire. Les véhicules remis, les uniformes neufs, les chiffres des victoires ne sont que les contours visibles d'une transformation plus intime, celle du lien entre l'État et ceux qui le défendent. Sous Traoré, le Burkina Faso ne célèbre pas la guerre. Il réapprend à honorer ceux qui la subissent compte pour lui. La loyauté, ici, n'est pas une consigne, c'est une reconnaissance. Dans cette continuité, la présence présidentielle prend la forme d'un serment muet. Aucun soldat ne sera oublié, aucune blessure ignorée. Et si un jour la paix s'installe durablement, elle portera ce visage-là, celui d'une nation reconstruite autour d'un geste simple, répété, humain. Ce récit n'est pas seulement celui d'un homme ou d'une armée, c'est celui d'un pays qui choisit de regarder sa douleur sans la fuir. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a renoué avec une idée ancienne. La force n'a de valeur que si elle protège. Mais ce principe, désormais, ne dépend plus seulement du président, ni des uniformes. Il appartient à chacun. Car la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, c'est un effort partagé. Enseigner, soigner, reconstruire, comprendre. L'armée peut défendre les frontières, mais c'est la société qui défend le sens. Et dans chaque école, chaque ferme, chaque foyer qui refuse la résignation, se prolonge la même promesse, celle d'un pays debout. Alors, au-delà des débats et des critiques, une question demeure. Comment transformer ce sursaut collectif en culture durable? La réponse ne viendra pas d'un décret, mais d'un dialogue entre citoyens, entre générations, entre ceux qui servent et ceux qui le protègent. C'est là que commence la paix, lente, exigeante, mais possible.